Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Le président tunisien Kais Saied a visité un centre de vaccination en banlieue de Tunis. C'était à l'occasion d'une journée porte ouverte aux plus de 40 ans, dont le pays qui a obtenu plus de 6 millions de doses en provenance de pays arabes et occidentaux. Plus de 300 centres au total devaient accueillir les citoyens de plus de 40 ans pour cette journée. Ils étaient ainsi 302 751 à avoir reçu une dose de vaccin selon la cellule de suivi du ministère de la Santé. La vaccination va continuer dans les prochains jours jusqu'à ce que tout le peuple tunisien soit vacciné. Et nous allons continuer la vaccination contre toutes les pandémies et la deuxième vaccination contre les pandémies politiques ainsi que les microbes politiques. Le président Kais Saied s'est octroyé les pleins pouvoirs le 25 juillet dernier à la faveur d'un ras-le-bol exacerbé par un pic épidémique meurtrier qui a provoqué la colère des Tunisiens contre l'incompétence de l'ancien gouvernement et d'une assemblée accaparée par ses luttes internes. Depuis, il a créé une cellule de crise pour gérer la crise sanitaire, supervisée par un haut gradé militaire. Le chef de l'État a exhorté les Tunisiens à participer massivement à la campagne de vaccination. Avec les millions de dons de vaccins qui ont afflué ces dernières semaines, la Tunisie espère vacciner environ 50% de sa population d'ici à la mi-octobre selon les autorités. L'avocat du journaliste marocain Souleymane Raissouni a rapporté que son client informé avoir arrêté samedi sa grève de la faim après son hospitalisation en réponse aux appels de ses soutiens à l'échelle nationale et internationale. Le médecin qui fait son suivi en prison a annoncé que sa santé est en danger et qu'il n'avait que deux choix, arrêter la grève de la faim ou mourir, a précisé l'avocat citant le journaliste. Raissouni, 49 ans en détention depuis 2020, a récemment réclamé d'être hospitalisé pour cesser sa grève de la faim, tandis que l'administration pénitentiaire a assuré qu'il refusait de se rendre à l'hôpital. Début juillet, le journaliste autocritique a été condamné à 5 ans de prison pour agression sexuelle à la suite d'une plainte d'un militant LGBT. Des faits qu'il contexte, assurant qu'il est poursuivi à cause de ses opinions. L'éditorialiste refusait de s'alimenter depuis plus de 3 mois pour protester contre une grande injustice. Le parquet lui affirme qu'il a bénéficié d'un procès équitable. Plusieurs ONG nationales et internationales, des personnalités et partis politiques marocains avaient appelé à sa libération. Les autorités marocaines, elles, insistent sur l'indépendance de la justice et la conformité des procédures. Les équipes de la protection civile tentent d'éteindre 31 incendies dans 14 préfectures du nord de l'Algérie. 10 sont en cours à Tizi Ouzou, l'une des villes les plus peuplées de Kabylie. 4 autres ont éclaté à Jijel dans l'Est. Youssef Ould Mohamed, le conservateur local des forêts cité par l'agence de presse algérienne, a précisé que ces incendies ont causé la mort de 2 personnes à Aït Yeni. Une personne est morte aussi à Yakouren, poumon forestier de la région, et une autre près d'Azazga, non loin de Tizi Ouzou. Il a également indiqué un peu plus tard sur la chaîne de télévision ENAA que les incendies ont fait une 5e victime à Tizi Ouzou. Les incendies se propagent en raison d'un vent fort qui complique la tâche des secouristes. Ces incendies surviennent alors que l'Algérie connaît un été caniculaire marqué par une raréfaction de l'eau dans le pays. Les services météorologiques prévoient ce mardi des températures allant jusqu'à 46 degrés. Pays le plus étendu d'Afrique, l'Algérie ne compte que 4,1 millions d'hectares de forêt, avec un maigre taux de reboisement de 1,76%. Chaque année, le pays est touché par des feux de forêt.
En 2020, près de 44 000 hectares de taillis sont partis en fumée. Les autorités avaient annoncé avoir arrêté plusieurs auteurs d'incendies criminels. C'est maintenant le moment pour tous les Éthiopiens, aptes et majeurs, de rejoindre les forces de défense, les forces spéciales et les milices et de montrer leur patriotisme, a déclaré dans un communiqué le bureau du Premier ministre, moins de 2 mois après avoir décrété un cessez-le-feu. Le conflit au Tigré connaît depuis fin juin un spectaculaire renversement de situation. Les combats ont débuté en novembre dernier après l'envoi par le Premier ministre Abiy Ahmed de l'armée fédérale au Tigré pour destituer les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF. Selon le prix Nobel de la paix 2019, cette opération répondait à des attaques contre des camps de l'armée fédérale ordonnées par le TPLF. Abiy Ahmed a proclamé la victoire fin novembre après la prise de la capitale régionale Mekele. Mais le 28 juin, les forces rebelles pro-TPLF ont repris Mekele, puis une grande partie du Tigré les jours suivants. Après un cessez-le-feu décrété par Abiy Ahmed, officiellement pour des raisons humanitaires, et le retrait des soldats éthiopiens, les forces tigréennes ont poursuivi leur offensive vers les régions voisines de l'Amara au sud et de l'Afar à l'est. La semaine dernière, elles se sont notamment emparées de la ville Amara de Lalibela, qui abrite des églises classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans sa déclaration, le bureau du Premier ministre annonce que désormais les forces de sécurité ont pour instruction de mettre fin une fois pour toutes à la destruction menée par l'organisation traîtresse et terroriste du TPLF et les machinations étrangères. Mardi, un responsable d'un hôpital en Afar a indiqué qu'au moins 12 personnes ont été tuées et des dizaines blessées le 5 août dans une attaque contre des civils dans la localité de Galikoma. Selon le médecin, les survivants affirment avoir été visés par des combattants du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF. Des responsables du gouvernement régional de l'Afar ont évoqué, eux, un bilan d'au moins 200 morts à Galikoma qui n'a pas pu être vérifié de manière indépendante. La superstar argentine a atterri mardi à Paris, où des centaines de supporters ont réservé un accueil royal à celui qui est désormais un joueur du Paris Saint-Germain, avec pour mission d'emmener le club dans une nouvelle dimension sportive et économique. À son arrivée à l'aéroport de Bourget, l'attaquant, vêtu d'un t-shirt « Ici c'est Paris », a salué tout sourire depuis une fenêtre des fans qui l'acclamaient. Puis dans l'après-midi, il est sorti à la rencontre des supporters devant son hôtel. Le club a célébré son arrivée avec une vidéo de 13 secondes pleine de références à la carrière de l'attaquant, comme ses 6 ballons d'or et le drapeau argentin placé entre les maillots de Neymar et Kylian Mbappé. Messi, 34 ans, a subi sa visite médicale à l'hôpital américain de Neuilly, où il s'est rendu au milieu de l'après-midi. Pour les supporters du PSG, il y a plus de chances de prendre le prochain trophée de la Ligue des Champions. C'est une légende, 6 ballons d'or qui arrivent, c'est énorme. On compte sur lui pour la Ligue des Champions, ça fait 2 ans, on s'approche et là, on espère que c'est la bonne. Franchement, ça m'a fait des frissons. Ça m'a fait des frissons de voir un grand joueur exceptionnel comme lui. Franchement, ça représente l'avenir et je dirais même que grâce à lui, on peut gagner avec des champions. Plus de victoires, peut-être Champions League, on ne sait pas, peut-être. Et je suis très contente et bienvenue Messi et vive la France. La presse française évoque pour Messi un contrat de moins 2 ans assorti d'un salaire annuel net autour de 40 millions d'euros et d'une conséquente prime à la signature. De tels émoluments le placeraient au niveau de Neymar, 36 millions d'euros, le footballeur le mieux payé de l'histoire du football français. Le président Andry Rajoelina, avec son Premier ministre, à qui il a renouvelé implicitement sa confiance, ont annoncé conjointement dans un communiqué que les fonctions de tous les ministres membres du gouvernement prennent fin ce mercredi. Ils ne sont plus chargés que de l'expédition des affaires courantes jusqu'à la nomination de leur successeur, ajoute le communiqué, sans préciser quand cette annonce pourrait intervenir. Cette suspension intervient dans un contexte d'inflation préoccupante, mais aussi d'une affaire présumée de coup d'État déjoué dans laquelle une vingtaine de personnes, dont 2 Français et plusieurs hauts responsables de l'armée malgache, ont été arrêtés.
En tout, 21 personnes ont été présentées à une juge d'instruction la semaine dernière à Antananarivo, dont 11 ont été incarcérées dans la foulée, notamment les 2 Français. Le 20 juillet, 6 personnes, dont les Français, avaient initialement été arrêtés pour leur implication présumée dans le cadre d'une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État, pour avoir échafaudé un plan d'élimination et de neutralisation de diverses personnalités malgaches dont le chef de l'État avait annoncé la procureure générale. Le chef de l'État malgache, élu en 2018, a fermement condamné dimanche ce projet présumé de coup d'État, soulignant que la divergence de point de vue ne justifie pas un meurtre dans une intervention sur les chaînes publiques de télévision. Il est devenu de plus en plus évident, au travers des Gupta Leaks et d'autres révélations, qu'un réseau d'individus semblait être de connivence avec un certain nombre de membres du gouvernement pour accéder à des postes clés ou contrôler des institutions importantes. Je dirais que j'avais 5 options. La première, de démissionner. La deuxième, de dénoncer. La troisième, d'acquiescer et d'être complice. La quatrième aurait été de se taire. La cinquième, rester en place et résister en espérant pouvoir retourner la situation. Si moi-même et d'autres dans le même état d'esprit que moi avions démissionné, nous n'aurions eu aucune possibilité de résister aux excès qui avaient lieu. Et il y avait un risque très clair que sans aucune forme de résistance, il y aurait eu encore moins de barrières à l'expansion du projet de capture de l'État. La dernière option, qui est celle que j'ai choisie, était de rester vice-président, de ne pas démissionner, de ne pas être complice, ni d'aller au conflit, mais de travailler avec d'autres au sein de l'exécutif pour résister aux abus et apporter le changement là où nous le pouvions, pour maintenir la transformation économique et sociale. To resist the abuses and bring about change where we could, and to sustain the work of social and economic transformation.